C'est des images qui ont déjà fait le tour du monde. Alex Padilla, c'est le nom du sénateur démocrate de Californie qui a été violemment arrêté, agenouillé et expulsé d'une conférence de presse. Ça se passe à Los Angeles, tout ça. Ce qui nous amène à une discussion sur l'emploi de la force, que ce soit par la Garde nationale, les Marines, que ce soit cet éloge, donc, avec un défilé militaire qui se prépare pour samedi à Washington, grand défilé militaire, là, pendant qu'on voit les Marines qui ont pris place à Los Angeles. Avec nous, donc, pour parler de tout ça, Raphaël Jacob, merci d'être là. Et François Furstenberg est avec nous, merci d'être là, en direct de Baltimore, professeur d'histoire à l'Université Johns Hopkins. Merci à vous deux. Alors, parlons de Raphaël, de ce qui est arrivé avec le sénateur démocrate. Quelle est votre lecture de ce qui est arrivé? Parce que ça nous paraît très violent, là. C'est un extraordinaire test de Rorschach, Patrice. À la mesure aussi, pensez-y un instant, pour tous ceux et celles qui ont un réflexe automatique de dire que soit le sénateur était dans le tort ou au contraire que les forces de l'ordre qui l'ont traité de façon effectivement assez rude, merci, étaient dans le tort. Pour tous ceux et celles qui ont une réponse passionnée, posez-vous la question un instant à savoir si la situation était inverse, qu'on était dans une administration démocrate et qu'on avait un sénateur républicain qui était entré de cette façon-là et qui s'était avancé de cette façon-là vers un membre du cabinet, par exemple, de M. Biden, et que les forces de l'ordre l'avaient traité comme on a traité ce sénateur démocrate-là. Est-ce que vous auriez la même réaction que celle que vous avez présentement? Donc, le climat est hyper clivé. La réponse est oui, là, dans mon cas, mais je vous écoute. Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pas pour tout le monde, surtout pas pour les voix les plus partisanes qu'on risque d'entendre tout au long de la journée. Donc, vous dites qu'il a prêté flanc, juste comprendre votre argumentaire, il a prêté flanc en poussant sa présence dans une conférence de presse. Non, parce que ça serait prendre position. Je ne prends pas position. Ce que je vous dis simplement, c'est que ça va être vu de cette façon-là par les partisans républicains de M. Trump. Et à l'inverse, les partisans démocrates critiques de M. Trump vont voir dans ce qui s'est passé un autre exemple, un énième exemple d'utilisation excessive, voire autoritaire de la force contre un dissident politique. François Furstenberg, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, les images sont fortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas si je partage parfaitement l'opinion de mon cher collègue et ami. Tout ça se passe dans un contexte de transformation assez dramatique, il me semble, ici aux États-Unis. D'abord, il y a l'idée que le Congrès est une branche équivalente, d'ailleurs la première branche du gouvernement fédéral, un Congrès qui est de plus en plus mis à l'écart dans ses pouvoirs d'établir des lois, de faire respecter les lois et de supervision. On a vu récemment un autre, pas un sénateur, mais un membre du Congrès, de la Chambre de représentants, qui s'est fait arrêter également à l'extérieur d'une prison fédérale à laquelle elle avait parfaitement le droit de rentrer selon les règles du Congrès et de la loi. On voit également l'utilisation de plus en plus importante de la force, je pense qu'on va en parler, de la force militaire, la fédéralisation de la garde nationale. Ce sont des gestes de prise de pouvoir de l'exécutif. Et il est clair que nous avons un clivage partisan extrêmement important ici aux États-Unis. Mais la question reste à voir, est-ce que le public moins partisan, ce public qui reste, je ne sais pas, si j'avais à le chiffrer, je dirais 30-40% du public qui n'est pas forcément d'une position extrême d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ce public va commencer à dire ça suffit, ces arrestations de personnes non documentées qui ne sont pas des criminels, qui sont arrêtés devant des Home Depot par des agents fédéraux masqués, ensuite renforcé par une garde nationale fédéralisée. Ça reste à voir si ça va commencer à provoquer une réaction dans le grand centre du pays. Raphaël Jacob, on a vu donc l'arrivée des Marines. Ça, c'est un symbole fort, ne serait-ce, même s'ils n'entraient en contact avec aucun citoyen, c'est déjà un symbole fort de déployer des Marines en sol américain. Donc, je pose la question, le sénateur, c'est un exemple, voici un autre exemple. Est-ce que l'emploi de tous les symboles de la force
M. Trump n'exagère-t-il pas aux yeux même de beaucoup d'Américains actuellement? Est-ce qu'il joue avec le feu? Comment vous voyez cette nouvelle utilisation de la force, Raphaël? Parce que là, il faut faire la part des choses. Quand on parle de toutes les manifestations de la force, c'est une chose. Lorsqu'on parle, par exemple, de la garde nationale, c'en est une autre. Je vais vous répondre par rapport à ce qui a déjà été mesuré auprès de l'opinion publique. Lorsque vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains qui trouvent que c'est trop, la réponse est oui. Mais si la question est de savoir est-ce qu'il y a une majorité d'Américains qui trouvent que c'est trop, la réponse, c'est non. On a eu, en date d'aujourd'hui, cet après-midi même, des résultats de sondage de la firme Quintus, qui n'est pas une firme qui est très connue, mais qui a été une des plus exactes pour ce qui est de l'élection présidentielle de novembre dernier. Selon elle, on aurait 51 des Américains et des Américaines qui disent approuver de l'envoi de la garde nationale. Je le répète, je ne vous dis pas que personnellement, je pense que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vous dis qu'en date d'aujourd'hui, M. Trump presse le citron parce qu'il reconnaît que politiquement, c'est payant pour lui. Ça ne veut pas dire pour autant que si la crise s'éternise et qu'elle dégénère, à la fois donc dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement dans le sud de la Californie, mais qu'on commence à avoir des manifestations, des émeutes dans plusieurs autres juridictions américaines et qu'il n'y a pas de fin en vue, que ça va continuer à être payant pour lui politiquement. Je vous soumettrai qu'encore après une semaine, d'un point de vue politique, il maintient le haut du pavé, mais qu'il marche le long d'une ligne qui est extrêmement mince. Parce qu'effectivement, si ça continue à faire des petits ou si ça commence de façon beaucoup plus prononcée à faire des petits, ultimement, la personne ou l'acteur politique imputable, ça va être lui. Ça ne sera plus possible pour lui de simplement blâmer un gouverneur ou une mairesse si on commence à avoir une crise qui s'éternise encore une fois et qui s'élargit. Donc, pour l'instant, c'est une chose. Dans une semaine, un mois, on verra. François Furstenberg, qu'est-ce que ça vous dit que ces images de Marines en Californie? Oui, c'est assez choquant pour moi de voir un appel fait à des Marines. Il y a la tradition très importante aux États-Unis, tradition qui remonte jusqu'au début de la République américaine, et que l'armée régulière est utilisée pour l'étranger, pour des ennemis externes, et lorsqu'il y a des troubles civils. Et il faut déjà se poser la question, est-ce que nous sommes au moment où il y a des véritables troubles civils? Mais lorsqu'il y a des troubles civils, c'est la garde nationale qui est appelée pour renforcer la police civile. Donc cette distinction, je dirais, très forte, une tradition très importante entre le militaire, entre la vie militaire et la vie civile, entre la loi militaire et la loi civile, est en train d'être rendu flou. Et c'est assez, je trouve assez important. C'est un moment assez charnière pour moi. Et je fais le lien avec samedi. Ça fait un certain bout de temps que M. Trump veut souligner par un grand défilé militaire et la force militaire et l'histoire des États-Unis, 250 ans de l'armée continentale donc américaine cette année. Raphaël Jacob, est-ce que on peut faire un lien entre ça? C'est une autre démonstration de force. On a dû même refaire les rues de Washington tellement les chars Abraham sont lourds et les 23 chars risquaient de défoncer la... Donc, est-ce que là, ça tient des mêmes symboles, du même message qu'il veut envoyer aux Américains, la loi et l'ordre? La loi et l'ordre, oui. En même temps, après ça, c'est beaucoup une question d'interprétation. Les partisans de M. Trump vont dire que c'est pour célébrer, dans le patriotisme, 250 ans de la plus grande force ou des plus grandes forces armées jamais créées par l'homme. C'est détracteurs qui vont dire c'est un spectacle de narcissisme, pour ne pas dire d'autoritarisme. Il met ça en même temps que ça fête son anniversaire personnel de naissance et ce n'est pas la première fois qu'il flirte avec l'idée d'avoir des symboles qu'on retrouve dans des régimes autoritaires comme la Corée du Nord, du style défilé militaire. Donc, je vous dirais que dans un vase clos, ce serait peut-être plus débattable. Dans le contexte des dernières années, je vous soumettrai que d'un point de vue démocratique, Donald Trump mérite peut-être moins le bénéfice du doute, ne serait-ce qu'en vertu de ce qu'il a fait, notamment suite à l'élection de 2020. Mais c'est un débat qui n'est pas blanc et noir non plus, là. Et François Furstenberg, Raphaël le mentionnait, lui fait le calcul que c'est encore payant politiquement de montrer cette force-là et de dire, par exemple, nous n'allons pas tolérer de manifestations samedi, ni en Californie. Et ce côté force plaît, je ne sais pas combien de pourcentage, mais un pourcentage important d'Américains. Néanmoins, vous dites,
il y a une possibilité de glissement, de dérive. Là. Oui. Alors, cette idée d'avoir un défilé militaire, comme Raphaël le dit, c'est souvent associé à des régimes plus autoritaires, notamment lorsqu'il s'agit de célébrer la personne, l'individu à la tête de l'État. Mais c'est une idée que Donald Trump a évoquée dans son premier mandat. À l'époque, on l'avait dissuadé, les dirigeants de militaires l'avaient dissuadé de cette idée, disant que c'est pas vraiment une tradition qu'on a aux États-Unis. Dans ce deuxième mandat, il y a beaucoup moins de personnes dans l'entourage de Donald Trump qui sont capables de dissuader Donald Trump de ses impulsions. Donc, cette idée de faire un défilé du militaire pour fêter son 250e anniversaire, en soi, n'est pas, même si c'est une rupture avec des traditions américaines, en soi, n'est pas problématique. Ce qui rend ça, je dirais, questionnable de mon point de vue, c'est numéro un, il s'agit de l'anniversaire de Donald Trump. Donc là, on est en train de mélanger une tradition pour fêter l'anniversaire de l'armée, pour fêter un événement dans l'histoire de la République américaine, et de fêter l'anniversaire d'un personnage. Donc là, on frôle l'autoritarisme ou des symboles, on va dire, autoritaristes. Et deuxièmement, ce qui rend le moment très dangereux, c'est justement lorsque cette idée avait été évoquée, nous n'étions pas dans un contexte de crise qu'on voit aujourd'hui avec la garde nationale à Los Angeles, avec l'envoi de 700 Marines à Los Angeles. Donc ça devient un moment, et puis évidemment, il y a des manifestations qui sont prévues à travers le pays. Ça devient un moment où une crise, où de la violence devient beaucoup plus possible, potentielle. Et cette violence, quelque part, elle doit être envisagée et peut-être même visée, je ne sais pas. Bon, à vous deux, une dernière question. Est-ce que ce n'est pas le rendez-vous qu'attendaient les démocrates, là? Est-ce que si les démocrates, devant ce qui se passe en Californie, n'arrivent pas à organiser un discours, un contre-discours cohérent, ben là, on ne sait pas à quel moment ils pourront le faire. Raphaël Jacob, est-ce que c'est une occasion pour les démocrates de contre-attaquer avec un certain nombre d'argumentaires? C'est-à-dire, je nuancerais, c'est une occasion qui est extraordinaire pour certains individus démocrates comme M. Newsom de se présenter auprès de l'électorat démocrate, de la base démocrate, comme l'espèce d'agent qui fédéralise, qui va nationaliser la résistance à l'administration de M. Trump. Pour l'ensemble, par contre, du Parti démocrate, c'est extrêmement difficile à gérer comme situation. Un petit peu, c'est différent, mais quand même comparable, un petit peu comme ça l'était à l'été 2020 suite au meurtre de George Floyd au Minnesota, lorsqu'on a vu des manifestations à la grandeur du pays, des émeutes à la grandeur du pays. Parce que d'un côté, le parti est coincé entre sa base, qui est évidemment rangée en bloc derrière les manifestants et la cause qui est sous-jacente, et de l'autre côté, l'ensemble du reste de l'électorat américain qui ne veut pas de casse, qui ne veut pas de grabuge. Donc, très difficile de condamner sans risquer de se mettre à dos sa base. Ce qui fait, encore une fois, et je reviens avec ça, je boucle la boucle là-dessus, ce qui explique pourquoi Donald Trump presse autant le citron. Parce qu'il réalise que c'est facile, pour l'instant, pour lui, de diviser le parti politique adverse avec l'ensemble du système politique américain. Mais je le répète, ça, c'est en date d'aujourd'hui. Si ça dégénère, c'est lui qui risque d'en faire les frais beaucoup plus que les démocrates. Et vous dites qu'il veut pousser les démocrates du côté, pour simplifier, des casseurs. Il dit, regardez, mais il y a beaucoup de gens qui manifestaient tout à fait pacifiquement. Évidemment, les casseurs viennent embrouiller le calcul politique. Attention, exact. Je ne vais pas interrompre, mais simplement pour vous mentionner, vous avez raison sur le fond. Mais là, on parle de perception. Bien sûr. François Furstenberg, les démocrates, est-ce qu'il y a une occasion, là, à saisir, là? Oui, sans doute. Pour les démocrates, je dirais qu'on parle d'un parti politique, on parle d'une opposition politique. Alors, il y a toujours, quelque part, des calculs politiques là-dedans. Quelles seront les perceptions? Comment est-ce qu'on peut attirer? Quel est le résultat du dernier sondage? Mais quelque part, également, il me semble que nous sommes dans une situation vraiment inédite, une situation de crise. L'enjeu est très important et très élevé. C'est la question, est-ce que la règle de la loi va continuer à gérer le pays? Est-ce que les traditions constitutionnelles, est-ce que la loi constitutionnelle continuera à dominer? Alors, la question est non seulement une question de politique et de perception, mais une question de principe. Est-ce que nous sommes prêts à résister le déclin de la loi aux États-Unis? C'est un moment pour moi très, très dangereux en ce moment.
J'ai le temps pour une très courte dernière. Est-ce que la manière dont on a arrêté des gens en Californie pour les expulser n'a pas mis le feu aux poudres? Est-ce que Raphaël Jacob, il devait s'y attendre en ordonnant ce genre d'opération pour expulser des migrants qui travaillaient? Est-ce que c'est pas là le début de l'histoire? Vous voulez une réponse brève? Elle va être brève. Ça a contribué certainement. Bon. Point. François Furstenberg, il ne faut pas oublier, c'est le début de l'histoire, là. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est sans doute quelque chose qui a été visé, c'est d'enflammer les situations, pas de calmer. Raphaël Jacob, François Furstenberg, merci beaucoup.